passe enfin au cinquième et dernier sous-paragraphe où on va présenter une application de la notion de guidage. Donc on considère toujours les deux plans horizontaux d'équation z égale constante, z égale à 0, z égale à a, et on va rajouter deux plans verticaux d'équation y égale constante. Donc ça c'est le même schéma mais avec mais suivant un autre angle de vue, d'accord? Donc ça c'est le plan z égale à 0 et ça c'est le plan z égale à a, et j'ai dit qu'on va ajouter ici donc, deux autres plans verticaux. Donc le premier il est d'équation y égale à l, le deuxième donc il est d'équation y égale à 0. Donc on forme ainsi un guide à 6 faces qui est appelé donc un guide d'onde à section rectangulaire, parce que cette section donc elle est rectangulaire. Donc la structure toujours du champ électrique elle est écrite dans ce guide, donc, et on va trouver que l'expression trouvée déjà du champ électrique respecte les conditions limites dans ce guide. Donc en effet on a trouvé E vide égale moins de E0i fois sinus npi sur az sinus oméga t moins kgx suivant uy. Donc déjà, ce champ respecte les conditions limites sur le plan horizontaux z égale à 0 et z égale à a, mais on peut vérifier que ce champ respecte aussi les conditions limites sur les plans verticaux ajoutés d'équation y égale à 0 et y égale à l. Donc, on va écrire la relation de passage. Donc, on a vu dans le premier sous-paragraphe de cette leçon, donc selon le paragraphe grand 1.1, la relation petit a qui provient de la relation de passage de champ électrique donne que E vide pour y égale à 0 égale à sigma sur epsilon 0 fois n. Je rappelle que n c'est la normale sortante, donc ça c'est la normale sortante, c'est-à-dire que la normale dirigée du conducteur vers le vide. Donc pour le plan y égale à 0, la normale sortante dirigée du conducteur vers le vide, donc c'est ça la normale sortante, qui est donc identique à y, donc c'est y. Donc sigma pour y égale à 0, donc c'est égal à epsilon 0 fois E vide pour y égale à 0 fois uy. Donc sigma pour y égale à 0, c'est égal donc epsilon 0 fois donc, moins 2 E0i sinus npi sur az sinus oméga t moins kgx. Donc c'est toute une expression qui dépend du temps, de l'espace, etc. Donc ce champ, donc ce plan, il porte une densité surfacique de charge. De même, si on applique cette relation pour le plan y égale à l, donc E vide pour y égale à l, donc c'est égal à sigma pour y égale à l sur epsilon 0 fois la normale sortante. Et cette fois-ci, donc on va appeler ça n' par exemple. Donc la normale sortante n', on a dit qu'elle doit être dirigée du conducteur vers le vide. Donc elle est suivant moins uy cette fois-ci, moins uy, de façon que finalement on va trouver que la densité de charge du plan y égale à l, c'est l'opposé de la densité de charge du plan y égale à 0. Donc les deux plans verticaux portent des charges surfaciques opposées à chaque instant, à chaque position. Donc ça c'est pour le champ électrique. Pour le champ magnétique,
Donc on trouve aussi que le champ magnétique qu'on a déjà trouvé vérifie bien les conditions limites imposées par ces nouveaux plans. Tout d'abord, on a déjà BY qui est nul. On a trouvé que le champ magnétique présente une composante suivant X et suivant Z. BY nul, ça respecte la condition aux limites au niveau de ces deux plans. Pourquoi? Parce que BY, elle est orthogonale. Donc au plan verticaux ajoutés, qui sont le plan Y égale 0, Y égale à L, et on a B normal continu. Donc on sait que B normal, elle doit être continue. Donc si on écrit la continuité de B normal, qui est donc BY, donc BY pour Y égale à 0 ou bien L doit être égal à BY dans le métal parfait. Or, on sait très bien qu'à l'intérieur de métal parfait, le champ électromagnétique est nul, donc BY dans le métal elle est nulle. Donc, ceci est bien en accord avec la valeur de BY. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le champ magnétique B, il présente, on a dit, deux composantes, l'une suivant X et l'autre suivant Y, l'autre suivant Z, pardon. Donc ce champ total, c'est un champ qui est tangent. Donc B est tangent au plan ajouté, verticaux, Y égale à 0 et Y égale à L. Et on sait très bien que le champ, la composante tangentielle du champ magnétique, est une composante discontinue. D'accord? Et on voit que pour Y égale à 0 ou bien L, le champ magnétique il est différent de 0. Donc le champ magnétique il est différent de la valeur du champ magnétique dans le métal parfait. Donc on a bien la discontinuité de la composante tangentielle du champ magnétique. Donc ici le champ magnétique avec ces deux composantes Bx et Bz, il est tangentiel aux deux plans Y égale à 0 et Y égale à L. Donc c'est normal de trouver ce champ magnétique pour Y égale à 0 et Y égale à L différent de 0, c'est-à-dire différent de la valeur du champ magnétique à l'intérieur du métal parfait. Et ceci montre l'existence de courants surfaciques sur ces deux plans. Donc, d'où l'existence de courants surfaciques sur les plans Y égale à 0 et Y égale à L. Donc sur les plans d'équation Y égale à 0 et Y égale à L. Donc en conclusion, ces deux plans verticaux ajoutés donc, portent des charges et des courants surfaciques. Le mode, dans ce cas, dans le cas où on a ajouté donc, les deux plans verticaux, donc on parle d'un mode qui est noté TE01. D'accord? Donc le mode il est noté, dans ce cas, le mode est noté TE01. Donc on va voir pourquoi 0N. Bon, c'est clair qu'il est transverse électrique. On a utilisé aussi l'entier N dans l'expression de E, dans l'expression de B et aussi dans l'expression de la pulsation de coupure. De pulsation de coupure oméga Cn. Je rappelle que c'est égal à N pi C sur A.
Et dans ce même guide, on peut aussi faire propager un autre champ électrique suivant Z. Donc ce n'est pas suivant Y, mais suivant Z. Donc on peut trouver aussi dans ce guide le champ E, donc qui est suivant Z cette fois-ci. Et ce champ donc la forme de ce champ donc, doit respecter la structure hybride de l'onde guidée, c'est-à-dire que EZ est égal donc à E0Z qui dépend de Y et Z fois cosinus oméga t moins kjx suivant uy. Donc la propagation elle est toujours suivant x, suivant la direction qui est ouverte du guide, parce que les deux autres directions y et z sont fermées. Donc la propagation elle est toujours suivant x, le couplage entre le temps et l'espace est toujours avec x, et le découplage elle est avec y et z a priori. Pourquoi j'ai dit a priori? Parce que si j'applique l'équation de Maxwell-Gauss sur cette expression, donc Maxwell-Gauss elle dit que divergence de EZ égale à 0 parce qu'il n'y a pas une densité volumique de charge. Donc ceci va donner dérivée de EZ par rapport à Z. Donc ça c'est EZ, pardon, donc ça c'est UZ. Donc la dérivée de EZ par rapport à Z égale à 0. Donc la dérivée de l'amplitude E0Z par rapport à Z égale à 0. Donc mathématiquement, puisque la dérivée est nulle, donc cette fonction ne dépend pas de Z. Donc E0Z est une fonction uniquement de Y. Donc on a toujours la structure hybride, elle est fonction de Y. En plus, on peut donc écrire les conditions aux limites vérifiées par ce champ au niveau des plans Y égale constante. Donc ce plan, puisqu'il est suivant Z, donc suivant cette direction, donc il est bien tangent au plan Y égale à 0, il est bien tangent au plan Y égale à L. Donc puisqu'il est tangent, donc il est continu. Donc on va écrire la continuité. Donc on a E, il est suivant Z, EZ il est suivant Z, donc EZ est tangent au plan d'équation Y égale à 0, Y égale à L. Donc ce champ il est continu. Donc on a une continuité. Donc on peut écrire cette continuité pour Y égale à 0, qui est égal donc à E métal parfait. Et on a dit que dans le métal parfait, donc le champ il est nul. De même, donc EZ pour Y égale à L, donc c'est égal à E métal parfait, donc c'est égal à 0. Or, ce qui dépend de Y dans l'expression de EZ, c'est l'amplitude, c'est E0Z. Donc, en fait, E0Z pour Y égale à 0 égale à 0, et E0Z pour Y égale à L égale à 0. Donc, ça, ce sont les deux conditions aux limites imposées sur l'amplitude de ce champ électrique. Ensuite, on va écrire l'équation de propagation, qui est l'équation de D'Alembert pour ce champ électrique. Donc, l'équation de propagation, qui est l'équation de D'Alembert, elle s'écrit donc le D'Alembertien de E égale à 0, c'est-à-dire le Laplacien de E moins 1 sur c carré dérivée seconde de E par rapport au temps
égale au vecteur nul. Donc ceci va donner la dérivée seconde de EZ par rapport à Y plus la dérivée seconde de EZ par rapport à X plus oméga carré sur C carré EZ égale à 0. Donc oméga carré, ça provient de la dérivée seconde par rapport au temps. On n'a pas une dérivée par rapport à Z parce qu'on a montré que la fonction ne dépend pas de Z. Donc la dérivée seconde de E0Z par rapport à Y fois le cosinus de oméga t moins kgx moins, donc la dérivée seconde par rapport à x, ça va donner moins kg au carré fois E0Z fois cosinus oméga t moins kgx plus oméga carré sur C carré fois E0Z fois cosinus oméga t moins kgx, tout ça égale à 0. Voilà. Donc maintenant, on peut simplifier par le cosinus. Donc on va trouver une équation différentielle qui est vérifiée par l'amplitude E0Z. Donc on va trouver la dérivée seconde de E0Z par rapport à Y plus oméga carré sur C carré moins kg au carré fois E0Z égale à 0. Donc on a ici une équation différentielle de second ordre qui est vérifiée par l'amplitude et on a aussi deux conditions aux limites vérifiées par E0Z. Donc on peut résoudre cette équation différentielle et trouver une solution unique. Donc tout d'abord on écrit l'équation caractéristique de cette équation différentielle. Donc c'est le R au carré plus alpha au carré égale à 0. Et j'ai noté alpha au carré cette expression. Voilà. Donc ça va donner R au carré égale moins alpha au carré. On peut faire une discussion sur les valeurs de alpha pour trouver la solution E0Z. On commence tout d'abord par alpha égale à 0. Est-ce que c'est possible d'avoir alpha égale à 0? Donc si je mets alpha égale à 0, donc ceci veut dire que oméga sur c égale à kg. Donc ça c'est impossible, ça c'est absurde physiquement. Pourquoi ça c'est absurde physiquement? Parce que ça c'est la relation de dispersion dans le vide, loin de source illimitée. Alors qu'on travaille ici dans un vide qui est limité par les parois de guide. Donc ça c'est faux, ça c'est impossible. Donc c'est absurde. Deuxième cas, ça peut être que alpha au carré, elle est négative, strictement. Donc si alpha carré est strictement négatif, alors dans ce cas, R au carré sera strictement positif. Donc les solutions de l'équation caractéristique, R1 et R2, seront deux réels. Donc la solution E0Z de cette équation différentielle sera une fonction hyperbolique. Donc E0Z s'écrit de Y. Donc ça s'écrit A1 CH de bêta Y plus B1 SH de bêta Y où bêta au carré égale moins alpha au carré. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est strictement positif. Ce qui va donner donc un bêta qui est réel. Donc on va écrire les conditions limites qu'on a déjà trouvées pour essayer de déterminer A1 et B1. Donc on a déjà E0Z pour Y égale à 0, ce qui implique que A1 égale à 0, ce qui va donner donc E0Z égale à B1 SH de bêta Y.
E0Z pour y égale à L, égale à 0, implique que B1 SH de bêta L égale à 0. Si on suppose que B1 égale à 0, alors que A1 déjà égale à 0, donc on va trouver A1 0, B1 0, donc on va trouver E0Z égale à 0, donc on va trouver E, le champ électrique nul. Donc ça c'est absurde. Donc nécessairement, ce cas-là, donc il est absurde. Donc ceci va donner B1 qui est égal à 0. Donc E0Z égale à 0, donc E égale à 0. Et donc ça c'est absurde. Parce que dans ce cas, donc, on n'a pas une onde qui se propage dans le guide. Bon, évidemment, le SH de bêta L ne peut pas s'annuler. Parce que le SH s'annule uniquement en 0, et on a déjà montré que bêta est différent de 0. Parce que bêta est également alpha au carré. Et alpha, elle doit être différente de 0. Donc il reste finalement le troisième cas où alpha carré est positif. Donc si alpha carré est positif, regardez donc l'équation caractéristique. Donc on va trouver R carré qui est négatif. Donc R carré négatif, ça veut dire que les solutions de l'équation caractéristique sont imaginaires pures. Et dans ce cas, la solution E0Z de l'équation différentielle sera une fonction sinusoïdale. Donc E0Z de Y sera une fonction sinusoïdale de la forme, donc on va dire A2 sinus alpha Y plus B2 cosinus alpha Y. On utilise encore une fois les conditions en limite. Donc E0Z pour Y égale à 0 égale à 0, ça implique que B2 égale à 0. Donc E0Z c'est égal à A2 sinus alpha Y. E0Z pour Y égale à L égale à 0 implique que A2 fois sinus alpha L égale à 0. Dans ce cas, A2 ne peut pas être nul. Parce que si A2 est nul, et déjà B2 est nul, on va trouver un champ nul. Donc ça c'est absurde. Donc on va retomber dans ce cas-là. Donc c'est pas le A2 qui est nul, mais c'est le sinus qui doit être nul. Donc le sinus égale à 0 implique que alpha L égale à MP. Avec M, c'est un entier. Donc on trouve que alpha égale MP sur L, et le champ électrique dans le vide s'écrit donc E0, donc on va utiliser la notation A2, voilà, donc, une amplitude constante A2 fois sinus MP sur L fois donc Y, voilà, fois cosinus oméga t moins kgx suivant z. Voilà. Donc ça c'est un champ qui est hybride. Elle est donc progressive suivant x, stationnaire suivant y. Il vérifie bien les conditions aux limites au niveau des plans y égale à constante. Et ça c'est noté le mode TE-M0. Donc ça c'est un mode transverse électrique noté M0. Et si on cherche la relation de dispersion, on va trouver une pulsation de coupure oméga c, on va noter M0,
Donc c'est M plissé sur L. Donc tout ça peut être l'objet de tout un problème sur le guide à section rectangulaire. Voilà. Donc on a vu la propagation d'un champ qui est polarisé suivant Y et suivant Y, un champ qui est polarisé suivant Z, et on peut avoir une généralisation, c'est-à-dire un champ qui possède deux composantes, l'une suivant Z et l'autre suivant Y. Donc on peut avoir aussi un champ électrique E qui possède deux composantes, l'une suivant Y et l'autre suivant Z. Donc ce champ doit respecter toujours la structure du nombre hybride. Donc on écrit sous la forme E0Y qui dépend YZ, cosinus oméga t moins kgx suivant Y, plus E0Z cosinus oméga t moins kgx suivant UZ. Donc ceci peut faire l'objet d'un problème qu'on va donc le corriger. On va chercher, grâce à la méthode de séparation de variables, l'amplitude E0Y qui dépend, on va voir qu'elle va dépendre de Y et Z en même temps. Et on va trouver donc un mode qui sera noté TEMN cette fois-ci. D'accord? Donc on va trouver un mode TEMN. Donc c'est pour cela on a noté dans le premier cas TE0N. Dans ce cas on a noté TEM0 parce qu'on peut généraliser et noter TEMN dans le cas où le champ électrique présente deux composantes. Et dans ce cas, la pulsation de coupure, elle sera de la forme, donc on la note oméga c mn, donc tout calcul fait, on va trouver pi c la racine de n au carré sur a au carré plus m au carré sur l au carré. Voilà, donc on va voir ça dans un problème comme je l'ai déjà dit. Donc on finit par une remarque. Donc dans tous les sous-paragraphes qu'on a présentés, on a vu donc des champs qui sont, des guides qui sont de forme rectangulaire, mais il existe aussi d'autres formes. Donc remarque, il existe d'autres formes de guide. Je donne trois exemples. On peut trouver un guide cylindrique, donc on dit qu'elle est à section circulaire. On peut trouver deux cylindres coaxiaux, donc un cylindre interne et un cylindre externe. Donc c'est pour cela qu'on appelle ça câble coaxial. Voilà. Et on peut trouver aussi deux cylindres qui sont en parallèle et on appelle ça la ligne bifiliaire. Voilà. Donc ça, ce sont trois autres types de guides possibles, surtout dans les applications, dans les problèmes. Mais ici, j'attire l'attention sur le fait que dans ces deux derniers exemples, on peut trouver le mode TEM.
C'est-à-dire que le champ électromagnétique, il est à la fois transverse électrique et transverse magnétique, ce qui n'est pas le cas pour ce guide, ou bien pour le guide qu'on a déjà étudié, le guide à section rectangulaire. Et enfin, on peut généraliser. Donc, c'est quoi un guide? Donc, un guide, tout simplement, c'est un ensemble de conducteurs, parfaits ou réels, mais donc, on doit donc choisir un bon conducteur à la limite, donc pour limiter les pertes énergétiques. Donc, c'est un ensemble de conducteurs qui présente donc une direction d'invariance par translation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si on applique une translation, une opération de translation suivant une direction donnée, on va trouver que l'ensemble de ces conducteurs est invariant. Par exemple, pour ce guide, il est invariant suivant la direction X. Ces deux plans sont invariants suivant la direction X. Ce cylindre, il est invariant, par exemple, suivant la direction, on va dire, par exemple, Z. Celui-ci aussi. Ces deux cylindres sont invariants par rapport à une translation suivant Z. Donc, tout ça, c'est le point commun entre tous les types de guides. Et cette direction d'invariance sera la direction de propagation de l'onde guidée à l'intérieur de ce guide. Donc voilà, on a fini le cours pour cette leçon.